Bonjour Bones, ou Bone, comment dit-on? Bones, Bones, hein. ouais. Donc tu publies ton premier album de bande dessinée, Dessous la montagne des morts, en 2016. Certains disent qu'il y a une vie avant la BD. Quelle fut la tienne? Hmm. J'ai eu plein de petits boulots, hein, mais le plus long que j'ai eu, c'était voyagiste. Voyagiste, Ouais, ok. ouais, je bossais dans une agence de voyage. J'ai été chargé de modifier les vols à la demande, de rajouter des repas sur des vols, végétariens, machin chose. Ah non, je préfère revenir à telle heure. Mon vol est annulé, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, Hmm. voilà, ce genre de Mais trucs. est-ce que tu dessinais en parallèle? Je dessine depuis longtemps, depuis tout Tu as petit. toujours Ouais, dessiné en ouais, fait. ouais. J'ai Ouais, toujours voulu faire de la BD en fait, mais après ouais, les hasards de la vie, il faut que tu travailles. ouais. Et Il y avait les tant que t'es pas factures à au payer. point, Ouais, ouais. voilà. Et ouais, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent. Donc, t'as beau montrer tes dossiers, mais si t'es pas au point, les éditeurs te refusent. Et sur le premier Dessous, la Oui. montagne des morts, tu avais une activité professionnelle différente ou tu étais vraiment à temps plein sur Non, je t'attends pas temps t'étais à plein temps dessus. plein Ouais, sur le ouais, ouais. bouquin? En fait, la boîte où je travaillais, ils ont fini par délocaliser en Égypte, Mhm. juste avant le printemps arabe. C'était 2 mois avant. Et du coup, j'ai bénéficié d'un fonds GESIF, mais c'était sur dossier. Il fallait vraiment montrer qu'on était capable de faire ça. C'était D'accord. pas de métier fantaisiste, hein. Et donc j'ai montré que je faisais déjà de la BD, que j'avais des planches, que j'avais réfléchi à des choses, et j'ai décroché de quoi faire une formation d'1 an À temps plein. ouais, à temps plein. Mhm. Et je suis retourné à l'école en fait, hein. Et dans une école de BD qui était à Antony à Paris, qui s'appelle Mhm. l'école L'Arc-en-Ciel. C'était avant que Delcourt fasse sa Son école, pépinière. ouais. Ouais. Et donc du coup j'ai la chance parce que j'étais payé pour le faire. Enfin, ils ont payé la formation, mais en plus on avait eu le droit à 1 an de salaire. Les mecs avaient négocié ça super bien en fait. Donc pendant 1 an j'ai pu me Ouais, consacrer. t'avais pas de soucis matériels, tu étais à fond Non, dans c'est comme, l'apprentissage et la ouais, création. comme si j'étais payé à faire ça en D'accord, fait. ok, super, Et j'ai mûri dessous à l'école. d'accord. Mm. C'était un projet C'était un projet d'école, éditorial de fin d'année, ouais. d'accord, ok, et que tu as réussi donc à placer ensuite. Ouais. En lisant dessous, on devine certaines influences littéraires, graphiques ou cinématographiques. Peux-tu nous faire un peu le pitch justement de dessous pour les gens qui ne connaissent pas, qui aimeraient donc aller te voir ce week-end hein, au festival, et nous parler des maîtres ou des œuvres qui t'ont influencé? C'est une question hein, Oui. qui peut être longue. Ouais. Je suis très influencé, alors, pas pitcher le truc, mais on va commencer par les influences. Je suis très influencé école américaine, hein. Mhm, oui, ça se Très, sent. ouais, Mignola, Frank Miller, Kevin O'Neill, ce qu'il a fait pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, tout ça. Enfin, sûrement, c'est vraiment mon école. En franco-belge, Andreas Mhm, est un des mecs que j'admire le plus. J'aime bien Cyril Bonin, mhm, pour sa partie Fogg, un peu moins maintenant qu'il est mhm. plus clair, mais sinon, mais Bonin et Gess, Et Jess, oui. qui a un peu, je pense, les mêmes influences que moi aussi, hein, un Ouais. peu mignolesque, on le retrouve. Après, ça, c'est mes lectures en tout, hein. J'ai fait, bah, comme la plupart des auteurs, tu reproduis ce que tu aimes Oui, oui. bien, après tu le fais à ta sauce. Mhm. Pour les histoires, pour l'histoire, j'étais un gros féru de Lovecraft. Mhm. Oui, parce qu'il y a une dimension fantastique, enfin évidente, quoi, hein, même en Edgar Allan feuilletant. Poe, Lovecraft, voilà, toute la littérature du début XXe siècle, Mhm. fin 19e, tout début 20e. Et ça, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Et enfin, c'est pas évident. Et comme j'aime beaucoup l'histoire aussi, j'aime le côté chronique, Mhm. mélanger l'histoire, le réel et le D'accord. fantastique. Et c'est là qu'on en vient dessous. Ouais, donc il y a un récit ancré dans le réel historique, mais Voilà. J'habite en Champagne, en fait, pas très vers Reims, et Mhm. c'est 14-18, c'est ancré, hein. Il y a énormément de vestiges de la Grande Guerre, presque plus que la Seconde Guerre mondiale, parce que le sol était marqué. Et pour 1h30, 2 heures de route, il y a une butte qui s'appelle Vauquois. Mhm. C'est une butte que les Français et les Allemands se sont disputés pendant toute la Mhm. Première Guerre mondiale. Pendant les 4 ans, ils sont restés là. Et c'était une butte, en fait, qui surplombait une plaine. Et c'était le verrou qui permettait d'accéder à Verdun ou de vérifier quelles troupes étaient là. Donc c'était vraiment un point stratégique pour les deux. Mhm. Et là, c'était une des premières guerres des mines là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait un village au-dessus de cette butte. Maintenant, il n'en reste rien. Mhm. C'est des entonnoirs, mais c'est très impressionnant. Et les Français et les Allemands creusaient toujours plus profond
pour faire sauter les lignes ennemies par-dessous en posant des mines. Et donc, la première fois que je suis allé visiter ça, j'ai fait waouh! En fait, on peut y visiter les galeries. Il y a 17 km de galeries, dont, je crois, 1,5 ouverts au public. Mais c'est déjà long à visiter. Et quand j'ai visité ça, je fais mais si ils ont creusé très profond, il y a moyen. Ils auraient pu trouver quelque chose. Ça titillait l'imaginaire. Tu t'es voilà, dit. c'est propice. Hein. Enfin, quand on le voit, cet endroit-là, on se dit mais waouh. Et là, donc du coup, je cherchais mon projet éditorial. Je voulais faire un truc en rapport avec 14-18. Pourtant, on n'était pas encore au centenaire. Oui, c'était pas la... Ouais. 2016, ouais. Donc toi, tu travaillé dessus depuis en 2015 déjà. Ouais, déjà, même avant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça m'ennuie un peu de faire du tardif, de faire du pur, de l'historique pur et dur. Surtout qu'il y avait déjà... Tu avais aussi Notre mère, la guerre, qui sortait à l'époque de Chris et Maël. Il peut être adapté en film, je crois d'ailleurs. C'est bien possible parce que c'est un polar historique. Puis Tardy qui avait mis sa patte, quoi. Ouais. Donc fallait que tu trouves ton angle d'attaque. Je me suis dit, il y en a qui le font très bien et certainement ils le font mieux que moi. Donc pourquoi aller dans ce truc-là? J'ai un peu mis les bâtons dans les roues parce que du coup au niveau des éditeurs, c'est de l'historique, mais c'est pas vraiment de l'historique. Voilà. Du coup, je me suis dit, on va faire un truc, on va lier des faits historiques qui sont réels, avec de vrais lieux, avec des anecdotes qui sont dans le bouquin, qui sont racontées et qui sont véridiques. Mais par contre, c'est comme si on avait plié la vérité. C'est comme si on t'avait dit, oui, en fait, c'est des guerres des mines, alors qu'en fait, c'était pas ça du tout. Et donc, je précise que c'est... et donc, tu nous parles du tome 1, mais c'est une trilogie, et seulement 2 albums sont parus pour l'instant. Voilà. Dans un même univers, mais pas forcément... C'est pas forcément à suivre. Si, il y a une continuité. Le tome 1 peut se lire à une fin. Parce que moi j'ai lu le tome 1. Voilà. Le tome 2, par contre, il faut mieux avoir lu le tome 1 quand même. D'accord. Parce que c'est une suite directe. On retrouve des personnages. Mais on peut s'arrêter au 1 et 2, qui forment une histoire complète. D'accord. Et le tome 3, ça va être autre chose. On va parler du tome 3, parce qu'on va aussi parler de l'aventure éditoriale de Dessous, parce que le tome 1 et le tome 2 ont été financés par le principe de crowdfunding sur la plateforme Sandaway. Alors, là, cette plateforme n'existe plus depuis quelques mois, depuis avril. Alors, on est bien passés tous les deux pour le savoir, parce qu'on a l'un et l'autre des projets chez eux. Quel bilan fais-tu de cette expérience, Beaune, en termes de vente, de commercial pur, mais aussi en termes, je dirais, éditorial, d'échange avec l'éditeur, d'échange avec ceux qui ont financé le projet, parce qu'en crowdfunding, ce sont des internautes qui financent l'album, et il y a tout un échange avec eux. Donc il y a 3 partenaires, il y a l'édinote, l'éditeur classique, et puis après donc les lecteurs qui vont acheter le livre ou non. Alors, ensuite. Moi je fais partie de ceux qui la seule chose que je peux que je pourrais regretter ou reprocher, c'est la toute fin de l'aventure. Ça a été abrupt, brutal. Super mal amené, personne n'a été prévenu, on nous a lâché ça comme on a été mis au courant de la même façon que les autres ont été mis au courant. Alors c'est une communauté, il faut préciser que c'est une communauté d'à peu près 20 000 personnes, auteurs et donc éditeurs qui financent. Et tout le monde a été mis devant le fait accompli, c'est-à-dire ça n'existe plus. En même temps et sur un même pied d'égalité, même en tant qu'auteur, on s'est dit mais pourquoi c'est chelou. Mais c'est le seul aspect négatif que j'en tire, c'était vraiment ça. Pour le reste, personnellement, pour ma part, ça a bien marché. Parce que les 2 albums, les 2 premiers ont été édités sans mal dans les temps. Tu fais partie de ceux qui ont saisi comment ça fonctionnait, je trouve. Exactement. C'est-à-dire que tu as une œuvre aussi qui est parlante, tu as une vraie patte, il n'y a pas une vraie patte sur tes pages, mais il ne faut pas que ça, il faut aussi rentrer une espèce d'empathie avec ceux qui vont venir avec leur porte-monnaie, quoi. Et qu'il y a un échange qui se crée. Et ça, tu as su créer ce lien. Il y a ça, et puis en fait, le but pour nous, c'était de monter un projet. Et le but pour ceux qui mettaient de l'argent dans ce projet-là, c'est beaucoup moins anonyme que sur Ulule. Ulule, c'est ce qui a le côté anonyme, c'est que ce qui vous plaît, vous donnez ou vous donnez pas, mais il n'y a pas d'échange avec l'auteur. C'est vrai. C'est que l'auteur va sortir un produit, le produit tu l'as, il te l'envoie, ça s'arrête là. Il va peut-être te signer l'album ou te faire une dédicace, mais il n'y a pas le côté, suivi de la chose. C'est vrai que sur Sandaway, tu suivais l'élaboration de l'album de A à Z.
C'est-à-dire que l'auteur te mettait des croquis, tiens j'ai fait ça, tiens ça c'est un essai de couverture. Tous les jours tu pouvais poster un bout du making-of de l'album et des gens tu pouvais le suivre. Et puis il y avait un forum, tu pouvais poser des questions aux auteurs. Quand l'auteur jouait le jeu, il te répondait et du tac au tac. Il y avait de vraies discussions qui se faisaient. Et quand on les rencontre en festival comme là à Bracadabule, c'est quelque chose qui revient aussi chez eux. Ce qui leur a plu, c'est... Oui, on en voit, moi j'en ai vu aussi. Ils disent ce qui nous plaisait, c'est l'échange qu'on avait avec vous. C'est ça, cet espace d'échange. À partir du moment où tu comprenais ça, tu avais tout compris en fait. Et pour moi, c'était l'essence même du site. Et c'est ce que Patrick, c'est là où il avait bien. L'éditeur. C'est là où il avait bien joué. Et c'était ça, quoi. Après, il y avait quelques trucs. L'éditeur, c'est vous, c'est une autre histoire. Mais ça c'était super intéressant. Et même moi, je trouvais ça bien. Il y avait une communauté, il y avait des gens super sympas que j'ai rencontrés après, des gens qui ont mis des sommes astronomiques dans certains projets. Il faut savoir qu'un budget, pour Dessous, les budgets étaient assez conséquents. J'avais 36 000 pour le premier et 38 000 pour le deuxième tome. Donc il fallait atteindre ce plafond-là pour que le livre existe. En un an, c'est ça. Donc c'est pas simple. Alors ça peut être très rapide sur des, ça peut sembler beaucoup, ça peut sembler peu, parce que sur Ulule, il y a des projets qui ont besoin de beaucoup moins, mais qui les attendent, qui vont atteindre 15 000 € en une journée seulement ou en quelques heures. Mais j'ai une amie qui a fait un projet Ulule, 60 000 €. C'est vrai qu'il y a des sommes importantes. Je regardais Laurel aussi, avec sa chronique américaine, on était au-delà de 200 000. Tout à fait. C'est fou. Après, il faut assumer derrière, parce qu'il y a une sacrée pression, c'est beaucoup d'argent. Puis il y a une grosse logistique, parce que si tu lèves 200 000, c'est-à-dire que tu as 10 000 édinautes qui attendent leur livre. Et de 10 000 paquets à envoyer. 10 000 paquets à envoyer. Il y a des structures, je crois, maintenant, qui sont liées à Ulule. Il y a ça, mais c'est impressionnant. Après, ça donne à réfléchir. Il y a plein de choses. L'aventure Sandaway, c'était bien, ça donne à réfléchir sur le monde de l'édition en général. Parce que ce qui était bien avec Sandaway, c'est que contrairement à Kickstarter et Ulule, il y avait toute une structure derrière. En tant qu'auteur, tu ne faisais comme dans une boîte d'édition normale, c'est-à-dire que tu travaillais ton album, mais tu t'occupais pas de la mise en page, tu t'occupais pas de la distribution, tout ça c'était exactement comme dans n'importe quelle boîte d'édition, tu connais. Et ça c'était bien, c'est que tu ne t'occupes que de la création de ton album. Alors que sur toute Ulule, ton énergie tu fais la mise en page, tu fais le travail de graphiste, tu réceptionnes les colis, tu envoies tout, tu cherches toi-même les distributeurs. Enfin, c'est pas le même boulot. Enfin, c'est un boulot d'éditeur que tu fais toi-même. Alors après, dans la part des choses, ça fait réfléchir à est-ce que j'ai envie de devenir moi-même totalement indépendant et de contrôler tout de A à Z, ou de faire à moitié. Et en ai-je les capacités, parce que tout le monde n'est pas forcément un bon commercial ou un bon graphiste. C'est un super boulot, c'est énorme. Donc je sais pas, je suis en train de voir justement vu que j'ai des albums sur le stand qui sont à moi, que je suis en train de vendre et que ça part bien, je suis en train de, ça me fait cogiter. Je me dis finalement peut-être que le 3, j'ai des propositions de reprise du 3. Oui, je sais qu'on t'a sollicité. Mais je me dis que finalement peut-être que le faire moi-même, ce serait peut-être une bonne chose pour tenter l'aventure. J'aimerais rester un petit peu sur l'aspect un peu éditorial. Oui. Certains disent que la BD vient âge d'or en termes de chiffre d'affaires. Les parts de marché de la bande dessinée dans le monde du livre sont importantes. C'est en forte progression. Et d'offres pour le lecteur. On peut lire une autobiographie de 500 pages en noir et blanc ou un recueil de 46 pages de gags. Et cette autobiographie de 500 pages en noir et blanc, il y a 10 ans, elle n'existait pas forcément. Donc certains parlent d'un âge d'or pour les lecteurs. Mais paradoxalement, la situation des auteurs n'a jamais été aussi précaire. Comment expliques-tu cela ? Afin de pallier à cette précarité, penses-tu qu'il faudrait rémunérer les auteurs en dédicace ? Une des béquilles dont on parle. Oui, mais c'est pas la. Je pense que c'est pas au festival. Et après, ça dépend. Les Américains le font depuis tout le temps. Mais c'est pas au festival. C'est je pense. De payer les pots cassés. En fait, mais quand on entend parler du marché de la BD qui se porte super bien, mais c'est un paradoxe énorme. Il se porte bien. Pourquoi ? Parce que le marché est inondé de bandes dessinées, et sur la totalité de la masse de BD que sortent les éditeurs, effectivement l'éditeur s'en sort super bien. Et les prix ont augmenté, donc le chiffre d'affaires global reste extrêmement positif. Mais par contre, parallèlement à ça, chaque auteur est dilué dans plein de trucs. Chaque auteur vend moins de son album. C'est ça. Énormément de choix, donc énormément de ventes pour l'éditeur. L'éditeur s'en fout, lui, il voit la globalité de ses ventes. Mais par contre, les auteurs vendent moins de son propre album, puisqu'il y a énormément de choix.
Donc l'éditeur, lui, n'est pas perdant, effectivement. Sur son volume, il est gagnant. Ouais. Sur le volume, mais il est ultra gagnant, oui. Donc, c'est sûr que le monde de la BD se porte super bien de ce côté-là, mais par contre, pour le reste, non. C'est pour ça que... proposer 40 € pour des planches maintenant, alors qu'à une certaine époque... C'était pas possible. Et c'est pour ça que certains parlent de revenus annexes. Ouais. On en parlait hier. C'est vrai qu'il y a 45 auteurs à Abracadabule. On pourrait très bien imaginer qu'il n'y en ait que 22. Par exemple, et qu'on les rémunère. Ça pourrait être un choix de l'association, tu vois. Ça peut être ça, et c'est des choses qu'on entend là depuis 1 ou 2 ans qu'on n'entendait pas avant. Il y a ça, et puis le fait que beaucoup se lancent dans leur propre business. C'est vrai ça se voit là. Il y a énormément de tonnelles. Et puis, juste avant toi, il y avait Renaud, qui est un gars qui a de la bouteille, si je peux me permettre. Il s'auto-édite maintenant. Mais il a raison. Ouais. Il a raison. Et sans regret. Je vais tâtonner, je vais aller vers ça parce que il y a il n'y a pas de raison. Enfin, après, je vais faire mon prolo, mais il n'y a pas de raison que la secrétaire que la secrétaire de chez Glénat soit plus payée qu'un auteur. C'est vrai, gagne mieux qu'un auteur, mais beaucoup mieux qu'un auteur. Alors que tout ce monde-là vit grâce à ton travail. À toi, à ton travail. Ouais. C'est le même problème que pour les agriculteurs, c'est strictement la même chose. Ils fournissent la matière première, mais par contre, c'est les derniers à récupérer de la thune. Puis c'est un peu le même problème, tu sais, quand on regarde le pourcentage de partage du prix total d'un livre, on se dit, mais qui a le plus petit pourcentage? C'est le créateur. Ah oui, mais on récupère que dalle en fait. C'est le créateur. Sur le camembert, c'est 30 et quelques pourcents rien que pour le diffuseur. Ouais, 8% dans le meilleur des cas pour l'auteur. Dans le meilleur des cas, parce que ça a tendance à baisser. Parce qu'en jeunesse, c'est souvent, enfin en littérature jeunesse, c'est 104%. Ouais. Oui, mais bon, on en parle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui travaille beaucoup d'auteurs et qui. Il y a le système de paiement de la bande dessinée en fait. Il y a un truc ubuesque, c'est que pour ceux qui ne savent pas, mais beaucoup de gens quand je leur explique, ils sont bon, ça marche comme ça, c'est qu'en fait il y a le système de l'avance sur droit. Sur droit, on va te donner, je sais pas, pour bosser un an et demi sur faire 84 pages pour tout faire. Moi je mets 1 an et demi à peu près. On va te donner, je sais pas. Chez Sandaway, j'étais payé 16 000. T'avais un forfait, oui, une enveloppe globale. Mais 16 000, c'est que dalle. Pour un an et demi de travail, c'est même pas un SMIC. T'es pas au SMIC, ouais. Mais cette somme-là, il faut la rembourser. C'est une avance. Et c'est une avance sur droit. Et on la rembourse avec le nombre d'albums qu'on vend. Donc les 8% sont prélevés à chaque fois sur l'album jusqu'à ce que tu rembourses. Mais en fait, en gros, il faut que minimum tu vendes 15 000. Il faut 15 000 albums. Comment tu veux pour toucher les droits. 15 000 albums, maintenant, c'est. Par les temps qui courent, c'est un best-seller. Tout à fait, c'est un best-seller. C'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu... Je reviens, Fred, à Sandaway, ton éditeur, qui vient, donc on en a parlé, de cesser son activité en laissant nombre d'auteurs et de projets sur le carreau. Donc moi, je me pose la question du devenir de la trilogie Dessous, dont un certain nombre de lecteurs attendent la conclusion avec le tome 3. Je crois que tu es dessus, ou tu y penses en tout cas. Il est fait, il est fini. Il n'est pas dessiné, mais il est pas dessiné, ouais. Et dialogué, découpé. Et donc on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on pourra lire la fin, quoi. Ça va dépendre de... T'en as parlé un petit peu en disant qu'il y avait... Oui, j'ai 2 éditeurs. Je ne vais pas dire lesquels, parce qu'on ne sait jamais. Des fois qu'ils se rétractent, ou ça va dépendre de comment ça va se passer avec eux. Mais ça dépend aussi surtout de quand est-ce que je vais récupérer les droits. Tu sais. On parle de l'automne, là, dans le meilleur des cas. Septembre-octobre, on m'avait dit. Mais bon, on m'avait et tu retrouveras ta liberté pour finir ailleurs. Ou finir toi-même chez... Ou finir moi-même. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, pour finir le 3 ou pour le placer ailleurs, j'ai besoin de mes droits. Je ne peux pas le faire tant que je ne les ai pas. Donc ça doit passer directement par un avocat qui doit tous nous contacter pour dire, effectivement, on vous envoie une feuille, vous signez, vous récupérez vos droits. À partir de ce moment-là, je pourrais aller voir machin ou autre chose. Vous proposez quoi pour la sortie du 3 ? Ou moi-même en disant moi ça m'intéresse pas, je vais le faire moi-même, mais tant que je suis pied et point lié, je peux rien faire pour l'instant en fait. Tu es dans l'expectative, enfin on est tous ceux qui avions des projets chez cet éditeur, on est un peu dans l'expectative. Mais pour Lance-Rodog, c'est parti juste au moment où il fallait. Voilà, il y a une partie de la série qui revit chez un autre, mais il y a une autre partie qui est bloquée chez Sandaway. Le tome 6, 7 et 8. Donc c'est un peu une usine à gaz. Hormis la fin de Dessous, Fred, quels sont tes projets futurs? Envisages-tu toujours d'écrire tes propres histoires ou penses-tu faire appel à un scénariste? Voire écrire pour d'autres dessinateurs? Alors ça oui, ça c'est un truc que je commence à faire. Écrire pour d'autres dessinateurs, pour Xavier, Orion... Est-ce que j'ai vu quelques images d'un western futuriste? Je ne sais pas si on va le faire, mais en tout cas j'ai commencé à l'écrire, il a fait des tests, j'aime bien. Scénariste, j'ai un projet avec Miss Hall
Mhm. C'est quoi, le baiser de l'orchidée? Oui, qui avait fait le baiser de l'orchidée avec, je sais plus comment c'est le dessinateur, mais un beau dessin assez élégant. Désolé. Ouais. Mais enfin oui, donc oui, on a un projet aussi un western fantastique, D'accord, mais qui se rapproche un peu plus dessous, un peu à côté du chronique. d'accord. Mais moi j'y tiens parce que on a essayé de le caser quelque part, on verra bien. Là, Et vous j'ai un êtes sur, projet là, vous êtes SF. sur le dossier ou t'as déjà monté des pages? Alors il vient de m'envoyer Le scénario? là il y a une heure, je l'ai reçu par téléphone, il m'a dit D'accord, tiens ça y est, j'ai fini le dossier. d'accord. Donc le lundi je m'y mets en fait, je Ok. fais le dossier. J'ai fait quelques planches, j'ai fait quelques essais, j'ai fait énormément de dessins. Mhm. On peut les retrouver sur Facebook, ils sont sur ma page, hein, j'en ai mis D'accord. beaucoup, dont un truc en 3D qui était pas mal. Mhm. Et ça s'appelle Antebellum. Mhm. Je trouve que même le titre est bien T'as pas fait un essai de maquette? Ouais, bien J'ai sûr, vu un ouais, essai de maquette, ouais. tout Ouais. maquetté, Mhm. tout ça. Et donc j'ai ça avec Missol, donc c'est le prochain dossier que je fais. J'écris pour Xavier Henrion, mais je sais pas ce qui. Là, ça fait un bout de temps que je sais pas ce qu'il fait, donc je sais pas où ça en est pour Mhm. l'instant. Et un truc que je me voyais pas faire, mais vraiment pas, c'était faire de la SF. Mhm. De la pure SF à l'ancienne, Mhm. vraiment très genrée. Oui, pas de la rétro SF Non, ou la. pas rétro dans l'ensemble, plutôt SF années 80. D'accord. Ok. Ouais. À la Outland, je sais pas si tu vois le Mhm. film avec Sean Connery, Mhm. ce genre de choses. Mhm. Des designs à la Ron Cobb et tout ça. Et je me voyais absolument pas faire de SF parce que je sais qu'on m'a déjà proposé de la SF Mhm. en tant que dessinateur et j'ai refusé parce que je me disais oh non, pas mon univers. Mhm. Ça. Et j'ai eu une idée qui a germé il y a 3 semaines et puis en revenant des vacances et je me suis dit bah, Pourquoi pas? alors au départ je voulais pas la dessiner Ouais. et puis finalement en faisant des crobards des T'as trucs pris comme plaisir. ça Ouais. et je me suis dit ah, mais non finalement je Mhm. peux essayer, ça me change un petit peu d'univers. À Mais voir le donc. Hein. scénariste, c'est chaud. Donc en fait, tu as 3 pistes, 4 avec dessous. Ouais, mais après, c'est quand dans la BD, enfin, Oui, dans le enfin, BD, c'est voilà, il y a des 60 dossiers, Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Mais tu travailles, ouais, enfin, c'est du concret, quoi. T'es pas sur, c'est des choses qui peuvent exister, quoi. Oui. Mm. Après, ouais, ça va Mm. dépendre des éditeurs, ça va dépendre Ouais, de ce que si les dossiers. C'est dur de placer un projet maintenant, c'est c'est vrai. super dur. Il y a une énorme concurrence parce que il y a seulement 15 ans, on était confronté, il y avait beaucoup de dessinateurs français, mais maintenant il y a une vague d'Italiens, d'Espagnols, Mm. hyper talentueux, C'est clair. Serbes. Oui, Serbe, de tout Enfin, partout, même du japonais. partout. Donc on a vraiment le marché franco-belge est devenu un marché européen Les avec Coréens des qui sont artistes balèzes. européens. Mm. Ah Mais oui. après, ça dépend de ce qu'on leur écrit. Il y a ces gens-là sur la même chose. Je vois, enfin bon, ouais, je vais pas te citer de nom, machin, mais je vois des mecs qui sont super talentueux, mais qui tombent sur des scénaristes français très connus qui vont chercher ces types-là Mm. pour faire des trucs qui font. Ouais, Ouais. tu te dis pourquoi ça, quoi. Mais Ouais. bon, après, ça dépend de ce que. C'est des scénaristes qui ont compris que ça marchait. Ouais, Et, ouais. tiens, tu veux manger ça, bah vas-y, mange ça. Mm. Ça marche, bah prends. On va t'en faire plein. Bon, Fred, j'ai une dernière question, mais on sort du dessin, là. Hein. Nombre de dessinateurs sont également musiciens. Oui, Je crois savoir que c'est ton cas. oui. Comment expliques-tu cela? Y a-t-il des passerelles entre le fait de dessiner et celui de jouer d'un instrument de musique, notamment de la guitare, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de BD, enfin de dessinateurs de BD qui sont guitaristes. Ouais. Dans quel genre en veux-tu et où peut-on se procurer ou écouter tes créations? Alors, la musique, c'est comment dire, ça me calme. C'est vraiment du lâcher prise. Alors, quand on écoute les trucs, on pourrait se dire, putain, c'est du boulot, mais non, en fait, au contraire, c'est J'ai écouté, beaucoup ouais, moins. tu mets en place des univers Ouais, sonores. c'est très, c'est du synthétique old school, un peu 70s, des fois un peu moins. Mm. C'est pas de la grosse techno qui tâche non plus, Mm. mais il y a un peu de gratte aussi, mais c'est pas moi qui la joue. Je suis avec un copain bordelais. Donc tu composes? Hein, C'est toi qui composes? ça dépend des fois, Ouais. parce qu'on est deux. D'accord. Il y a un ami bordelais, et des fois c'est lui, des fois c'est D'accord. moi. La plupart du temps, je fais les démos, et je Mhm. lui apporte, et il me dit, ouais, ça c'est de la merde, ou ça c'est bien. Mhm. Et donc après, on fait les choses. Des fois, c'est lui qui m'envoie un morceau. Et c'est très. Il n'y a pas de rôle prédéfini, hein. Mhm. Je sais que moi, je vais pas jusqu'au bout du mixage. Lui, il est beaucoup plus technique que moi. D'accord. Donc je fais beaucoup de maquettes et après on refait tout. Tiens, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Hop, et puis voilà. Mais pour moi, c'est vraiment un échappatoire. Dessiner, c'est très paradoxal. Tout dessinateur aime dessiner, c'est sa passion, il aime dessiner. Mhm. Mais dès que ça devient un travail, eh ben, c'est beaucoup moins amusant.
Ouais, parce qu'il y a une forme d'exercice imposé, quoi, C'est ça. qui peut être lié au délai, qui peut être lié donc, au fait d'avoir des tout à revenus. Et que tout simplement, des fois, t'as pas envie. C'est ça, il Tu faut te y lèves le aller. matin, ça m'est arrivé déjà, de sur dessous, tu te lèves le matin, tu commences à gratter tes planches, puis rien ne sort, quoi. C'est n'importe, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas bon. C'est pas bon, alors que tu vas reprendre la même planche le lendemain, bam, ça sort tout seul. Ouais, C'est très bizarre, mais c'est parce que tu as une espèce de contrainte, t'es obligé, c'est un peu comme aller au travail tous les matins, donc c'est beaucoup moins drôle. Surtout qu'on choisit ce métier, en fait, pour être en dehors des contraintes, tu sais, C'est ça. d'horaires Voilà, classiques. ouais. Mais en fait, pour créer, il faut presque se les imposer. Mais c'est ça. C'est paradoxal. Ouais. Enfin, moi, je bosse pas le matin, je me laisse toute la matinée, soit pour me reposer, ou soit pour. T'es un artiste soit de la nuit. Ouais, voilà. Quand c'est calme dans la Ouais, maison. voilà, exactement. Quand personne vient m'embêter. Ouais. Le matin, j'en profitais pour regarder des séries, bouquiner, lire des BD, voir ce qui se fait, communiquer avec les gens, machin chose. Faire tes Et mails. l'après-midi, planche, pendant 6-7 heures d'affilée. Je suis pas un gros bosseur, hein. Je travaille bien dans un contrat. Je travaille quand on a tous un peu comment dire. Je pense qu'on a tous ce problème-là, sauf les grands bosseurs, de se dire au début d'un contrat, ouais, c'est bon, j'ai 1 an et demi pour le faire. Bah, allez, on commence doucement. Puis au fur et à mesure, les derniers mois, on se dit, Tête dans le guidon. Purée, il me reste 40 planches Ouais, et il me reste 3 mois pour les faire. Waouh. Ouais, je crois que c'est un grand classique, hein, parce qu'en Ouais, fait, mais c'est non. tellement long, tu te dis 1 an, mais en fait, il faut vraiment Ça être passe au super taf vite, tous les ça. jours, quoi. Mais étrangement, c'est là que tu fais les meilleures planches, c'est dans le speed. Ouais, tout a une espèce d'énergie créative. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Dans l'écriture, l'écriture pure et dure, puisque je fais mes scénarios, l'écriture pure et dure, c'est un peu comme la musique pour moi. C'est Jean Vandame qui disait, tu sais, tu as 3 heures pour écrire une page de scénario, ben, tu prends 3 heures, mais tu as 5 minutes. Tu prends 5 minutes, et celle que tu as fait en 5 minutes, elle n'est pas forcément moins bonne. Donc il dit parfois la pression peut être génératrice de qualité. Et d'idées. Et d'idées aussi. Ouais. Faut sortir quelque chose. Ouais, d'idées parce que dans le speed, je sais pas, il y a une espèce, tu crées de l'adrénaline et après comment dire, tu te stimules beaucoup. Tu te dis, il faut absolument que je trouve une idée, un truc, un raccourci, une chose, machin. Alors que quand tu as tout le temps de le faire, bah, tu es un peu paresseux, ton cerveau est un peu paresseux aussi. Et dans le dessin, c'est strictement la même chose. Tout le monde est tellement plus créatif finalement dans le speed, parce que tu sais là que tu sors le meilleur de toi-même, tu te presses toi-même, et donc tu donnes le meilleur. Non, puis en tant que dessinateur, il y a la patte, la fulgurance du trait qui peut arriver dans ces moments de tension. Tout à fait, parce que tu recherches moins. Tu es moins appliqué à calculer le moindre des traits, machin, alors que tu es là, plus dans l'instinct. C'est à l'instinct, c'est exactement ça. Et enfin moi, bon, l'instinct, c'est mon dessin, c'est pas trop. J'ai un dessin très carré, très carré, c'est pas très plume. Je n'utilise pas de plume en plus. Non, puis je vois, il y a beaucoup les noirs sont très présents, donc j'imagine que tu passes aussi du temps à équilibrer tes pages au niveau de. Mais j'ai des crayonnés mes crayonnés sont ouf. Hein. Non. Mais mes crayonnés sont. Je signale que Fred a des originaux que vous pouvez regarder sur le salon. Ouais. Et ils sont même à vendre. Et donc il peut même faire de la vente. Sauf la couverture. Et ouais, non, mais oui, c'est avoir du temps devant soi, c'est bien, mais en même temps, ça peut pêcher en fait. Ouais. Mais pour ce qui, après, pour ce qu'on pour le côté scénariste, travailler avec des scénaristes, tout ça, c'est nouveau avec Miss Hall. J'avais peur de ça quand même, le fait de rentrer dans un univers qui n'est pas forcément le tien, dans une proposition qui t'est de cadrage peut-être, d'angle de vue. Pas chiant avec ça. Non, ça va. J'ai une grande liberté, mais c'est surtout sur des points de scénario. Qui ne peuvent pas me plaire. Où tu dirais je ne jouerai pas comme ça. Voilà, et là tu dis, mais j'ai pas envie de faire mon chiant, lui dire toutes les 30 secondes, mais ça c'est pas terrible, on devrait plutôt. Ou là il faut se mettre d'accord au départ, dire bon on fait de la coécriture. C'est un peu ça, ouais. Alors là, il se tape quand même le gros du boulot. Moi j'avais pas quelques idées, c'est tout. Mais il est super. Pour ça, Miss Hall, c'est un tendre. On s'entend super bien. Là il m'a envoyé une première version du script, je l'ai regardé. J'ai tout lu, machin, et il lui fait ça t'embête, ça manque un peu d'action par-ci par-là, peut-être que la fin devrait plus être comme ça, donc j'ai écrit des choses. Il est ouvert à tes propositions. Ouais, il a tout regardé, il a fait c'est pas mal ça, non, ça par contre je préférais comment c'était avant, donc on s'est mis d'accord, et là il me renvoie une version du script avec mes propositions englobées dans le truc, et c'est bien. Du liant, tout ça. C'est la collaboration idéale presque, quand tu peux mettre ta patte et. Quand tu t'entends avec ça. Sans qu'il y ait problème d'ego, quoi. Tout à fait.
Bah lui, c'est lui qui est venu me voir en me disant ouais, je voudrais bosser avec toi. Je suis bon. Mais moi j'avais peur d'être chiant. Je me disais, mais tu me dis si t'es chiant, hein. Tu me dis si moi je suis chiant. Parce que, si ça va pas, si tu me trouves trop invasif, dis-le moi. Mais ça c'est le problème, c'est quand t'écris, quand t'as commencé à faire de la BD comme ça, en étant auteur complet, on va dire, à te faire tes propres couleurs, tes propres scénarios. Et ton dessin, enfin tout de A à Z, c'est super dur d'accepter l'intervention de quelqu'un. Donc il faut un regard extérieur déjà, pendant la création. Tout à fait. À toujours être pas en conflit, mais à être en conflit possible avec quelqu'un. Enfin, je sais qu'il y a des scénaristes que je connais, je pourrais pas bosser avec eux, c'est pas possible. Parce que le mec trop directif. Le mec te donne un storyboard, mais non. Moi, j'en connais un comme ça que tu connais aussi. Non, pour moi le storyboard pour moi c'est le dessinateur qui doit proposer. C'est la mise en scène, c'est le dessinateur. Mais là il te dit non, je veux tel plan, là ça doit être comme ça, là ça doit être peut-être parce que c'est un scénariste dessinateur, c'est ça le problème. Il faudrait travailler des scénaristes qui n'ont pas de velléité de dessin. Tout à fait, qui veulent juste ton univers graphique. Voilà. Mais ça c'est génial de ce côté-là. C'est quand alors du côté moi faire des scénarios pour quelqu'un d'autre, si je vais voir quelqu'un spécifiquement en disant c'est parce que j'aimerais son boulot, c'est parce que j'aime son univers graphique et que je lui dis voilà j'ai un scénario pour toi, je l'ai écrit parce que je pense que ça peut fonctionner, ça peut t'aller et j'ai envie que ce soit toi qui le fasses. Après on discute de certains trucs mais open bar, tu fais ce que tu veux dessus. Parce que je sais que le mec déjà à la base il aura fait quelque chose de magnifique que j'ai apprécié, donc il n'y a pas de raison que... Mais je pense que... Alors après, effectivement, comme une fois de plus, j'ai tout fait tout seul, j'aurais peur aussi, inversement, d'être invasif en tant que scénariste en disant « Ouais, mais finalement, là, tu devrais peut-être faire un plan large. » C'est dur. C'est pas évident. Je vais voir comment ça va se passer. Tu vas voir, puis bon, tu es au début de ta carrière, donc les choses se mettent en place, quoi. Peut-être la fin. On touche du bois. Bon Fred, je crois qu'il faut qu'on arrête parce qu'on a deux impératifs. Encore un interview, puis après il y a le vin d'honneur. Voilà. Pour arroser le 20e anniversaire. Tout à fait. Merci à toi. Merci à toi.